T'as skié jusqu'à 88 ans, Ouais, puis vélo aussi pas mal. 90. Puis tu faisais Wow, tu faisais c'est pas des incroyable. 5 km, là. Non, je faisais 3000 par été. C'est ça. Wow. Vieillir, ça me dérange pas. Donc, pour toi, t'as pas 97 ans Ah, dans pas ta du tête. T'as quel âge dans ta tête? Toujours une cinquantaine d'années, là. T'as stagné à 50 ans. T'as pas été expulsé du Je Juvénat? le disais pas directement. J'aimais les femmes. T'as pas d'affaire là, toi? Ils sont encore là, ils sont encore là, et on voulait apprendre à les connaître, puis on s'est dit dans un podcast, vous pourriez les connaître en même temps que nous autres. On a un partenaire pour ce projet, Génacol. Génacol, le secret pour mieux vieillir et continuer de bouger dans des articulations en santé. Exactement. Et vous pouvez même profiter de 25% de rabais en vous rendant au genacol.ca avec le code promo encore là 25. Exactement. Fait que abonnez-vous à la chaîne Pas allergique au fun sur YouTube et aussi sur les divers réseaux sociaux. Alors, Juliane, on a un invité, ma foi, rayonnant. Un homme d'exception. Ouais, déjà, on est C'est capable ce qu'on de. dit sur votre compte. Ouais, en fait, déjà, on peut dire ça parce qu'on vous a parlé un petit peu avant l'émission, puis Oui. effectivement, vous êtes déjà un homme d'exception à nos yeux. Besoin d'un court échantillon. Donc, Jean-Guy Couturier est avec nous. Salut Jean-Guy, comment ça va? Bon, bonjour, ça va très bien. Ben Aucun ouais. problème. Aucun problème. Ah non, Une autre journée sans problème dans la vie de Jean-Guy. c'est ça. Donc, Jean-Guy, là, on va préciser encore une fois, tu nous as donné la permission de te tutoyer. Oui, Tu nous l'as imposé, même. c'est plus facile. C'est plus facile. Ouais. Juliane aussi, t'as la Oui, permission ben là, de- j'ai dit vous. On fait un peu de vous dessus, là. Des fois, on est un peu mêlés, mais on s'est entendu sur tu, puis on va essayer de rester. Quand vous direz vous, je ferai la même chose, vous appellerez vous. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Est-ce que tu me donnes la permission de dire ton âge parce que je trouve ça saisissant à quel point tu n'as pas l'air de l'âge que tu as? Est-ce que je peux dire ton âge sans Je peux problème? dire tout ce que tu veux. Tu vas avoir 97 ans au mois de novembre. C'est ça. Incroyable. Pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Les cheveux bien fournis, Oui, Oui, c'est la vrai. belle peau en santé, un peu bronzé. oui, ben là, il y a des boys, ça me prend presque pas de soleil. C'est vrai, on était dû C'est bon, pour un Parce peu que de je soleil. suis d'origine autochtone. Ma grand-mère maternelle était autochtone. OK. Donc, ça donne ce hall Ça parfait. aide, ça aide. Oui, Ça aide. brûle très vite. OK. Puis les moustiques ne me piquent pas non plus. Ah, ben, Ah non? ça, c'est le fun. Touche pas. Je ne suis Ok. pas intéressé, trop vieux. J'avoue que moi non plus, je me vante, là, mais je fais partie de ta gang. Je me fais pas beaucoup piquer, moi. Il y a des peaux qui sont plus. Il y a des pots puis des sangs aussi, apparemment. Des sangs. Je pense qu'ils recherchent le sang sucré. Je n'ai Bon, pas le ben, sang. On n'a pas le sang sucré, apparemment. C'est ça. Ouais. Moi, je suis la proie des moustiques, donc je sais pas si ça me rend plus ou moins intéressant que vous. Moins. Un petit peu moins Un petit intéressant. peu- sûrement Nous, moins c'est sûr qu'on intéressant. est mieux. Et effectivement, parce que souvent, les moustiques s'attaquent aux êtres faibles comme moi. C'est ça que tu veux dire? Exactement. Oui, aux gens qui font le jeûne intermittent. Mais il y a un bon moyen quand. Moi, je suis allé en forêt beaucoup quand j'étais jeune Ouais. avec mon oncle. Mhm. Il était garde forestier puis garde-feu. Puis on prenait des moyens de marche en forêt. Oui. Ah oui. Puis, Les journées de temps, là, à marcher dans la forêt. Là. ben oui, mais là, Puis- c'est pour ça Et les en santé moustiques, comme quand ça, ils piquaient, là, on fait ça, c'est Avec fini. un peu de salive. c'est tout. Ah Fini. oui? C'est un bon J'étais avec ma copine, et elle s'est fait piquer. J'ai dit, fais donc ça. Elle l'a fait, mais ça piquait plus après. OK, mais c'est... J'avais entendu du dentifrice, mais je préfère. C'est plus pratique, un petit peu Ben de oui, salive. t'es rapide. Ben oui, c'est ça. Mais Jean-Guy, justement, est-ce que tu veux nous parler de ton enfance, de ton parcours? Si on retourne moi, j'ai- 97 ans en arrière, là, La c'est- table. Moi, j'ai eu une enfance un peu particulière. Parce que j'étais dans une famille de 12. On habitait à Montréal. Ouais. Mon père était pompier. OK. OK. Alors, j'ai une de mes tantes qui, j'avais autour de 4 ans, qui était intéressée à moi. OK. Quel marché qu'ils ont fait avec la famille, je ne le sais pas. Mais à un moment donné, je me suis ramassé célibataire. Et est-ce que tu as souvenir de ça à 4 ans? Est-ce que c'est Ah, un des- 4 ans. Oh oui, je m'en souviens très bien. OK. Est-ce que ça a été Je me comme... souviens très bien quand elle était venue, mes parents demeuraient à Saint-Hilaire. J'ai encore la maison dans la tête. Mhm. J'avais à peu près 3 ans et demi, j'avais même pas 4 ans. Puis j'ai vu qu'elle s'est intéressée à moi. Je ne sais pas pourquoi, par exemple.
Et puis, c'est comme ça que ça a parti. Elle a fait déménager mes parents à Saint-Siméon de Charleroi parce qu'elle habitait là. OK. Mon père était à sa retraite comme pompier parce qu'il avait été malade. Et là, il a acheté un restaurant, mais c'était pas son genre. Il a fait à peu près un an, puis après, ils sont repartis. Mais Mais donc, toi, t'es où dans... Oh, excuse, Vas-y. Non, je disais, t'es où dans la lignée des 12 enfants? 5e. 5e? Et j'étais très attaché à ma mère. Ça, c'est bizarre. Ouais. Quand il y avait des bébés, j'étais assis à côté. Ouais. Puis j'y rendais service, qu'à ce moment-là, ils restaient couchés. Hein. Les mamans qui avaient un bébé, ils avaient pour 5 jours, ils restaient couchés. Mais est-ce que ça s'est fait dans le sens, avec tes parents, j'imagine qu'il y a eu des conversations. T'as pas été extirpé contre ton gré? Ah, j'ai pas eu de permission. Je sais pas, il n'a pas eu ma permission. Non, c'était pas ta permission, mais j'imagine que tes parents étaient d'accord. Mes parents étaient d'accord, ça, c'est sûr. Là. Oui. Tu sais, il y en avait 12, ça faisait un de moins, ils n'étaient pas trop riches. Oui, donc c'est une question Alors, aussi. c'était un petit peu comme ça. Mais c'était comme un prêt. Mais à un moment donné, ils sont partis de Saint-Siméon. C'est ça, parce que je me demandais, vu que tes parents ont déménagé, est-ce que tu étais quand même en contact avec eux puis avec tes frères et sœurs? Non. Non. Mais vous étiez dans le même coin? Et ma tante cherchait le moins possible Ah, ouais. à ce que je les vois parce qu'elle avait peur que je retourne. Ah, OK. Ils ont même quitté Saint-Siméon. Je n'ai pas su le camp. J'ai su qu'ils étaient partis. Ça, j'avais pas aimé ça. Je comprends. Ça a tout simplement développé qu'à un moment donné, j'ai mis ça de côté. Ça a développé de la résilience chez nous. Puis après, ben, les problèmes, il n'y en avait plus pour moi. Puis, parce que tu avais quand même un bon contact avec ton oncle et ta tante. Tu étais Oh, bien c'était avec... du bon. Ma tante, elle m'aimait beaucoup. Puis là, mon oncle, c'était un gars, il était un type qui gâtait beaucoup, tu sais. OK. Puis là, j'allais avec lui dans la forêt, un peu partout. Je le suivais tout le temps. C'était quoi leur prénom? Les prénoms, lui, elle, c'est Aurélia, puis lui, Joseph. Aurélia et Joseph. Des là de l'époque, Joseph. Oui. Est-ce que depuis, quand tu as grandi, quand tu es devenu plus autonome, est-ce que là, tu as repris contact avec ta famille? À l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. Pas avant. Ah. Quand je suis venu étudier à Montréal, c'est là que j'ai pris contact, dans le fond. Puis comment ça s'est déployé? Disons que c'est comme des cousins pour moi, mes frères et mes sœurs. Puis j'ai jamais prononcé le mot papa ni maman. Je les appelais mon père, ma mère. Pas plus que j'appelais ma tante, ma mère. Non, c'était ma tante. Ça, il y a des choses comme ça, c'était instinctif, c'est tout. Oui. Mais est-ce que tu as déjà eu une conversation avec ta tante sur le fait pourquoi c'est moi qui ai été choisi? Est-ce que tu as eu ces conversations-là? C'est peut-être des conversations un peu pénibles que tu as déjà eues. Est-ce que tu as déjà voulu savoir? Je ne cherchais pas à en parler. Non. Je sais, j'ai un de mes frères qui dit, c'est peut-être moi qu'elle aurait pris, mais il dit t'étais plus beau que moi. Mais c'est vrai que tu es rayonnant en plus. C'est ça, c'est qu'elle, elle s'est attachée à toi d'une façon spéciale. Ma tante? Oui. Ah oui, ça, j'ai jamais eu de problème avec elle. Non, je chantais, je t'aimais quand même, tu sais. Oui, c'est ça. Puis disons que j'étais peut-être plus entouré que chez nous, parce qu'avec les 12, c'est... C'est ça, il y a eu comme dans ce malheur-là et ce déracinement-là, il y a quand même eu de la beauté puis un... Ça. Ouais. Ça a eu des effets, disons, sur le développement de ma vie. Parce que j'étais, tu sais, j'étais ailleurs, j'étais pas dans le même milieu. Dans la famille, ils n'ont pas eu la possibilité de faire des études parce qu'il fallait qu'ils travaillent pour aider la famille, ce qui n'avait pas arrivé à moi. Donc, j'ai pu étudier, tu sais, puis ça a changé ma vie, c'est clair. Ah oui, c'est sûr. Ça a changé mon comportement aussi. Tu sais, moi, vivre seul, ça me dérange pas. T'es bien seul. Ça me dérange pas. Vieillir, ça me dérange pas. Tu sais, on sent pas ça quand on vieillit, dans notre tête. Hein. Alors, donc, pour toi, t'as pas 97 ans dans ta tête. T'as quel âge dans ta tête? Ça se sent pas de même, hein, je veux dire... disons une cinquantaine d'années. Là. Une cinquantaine d'années. T'as stagné à 50 ans. Mais il y a une histoire qui m'a particulièrement touchée par rapport à ton enfance. Je ne sais pas si tu veux nous en parler. Quand tu étais chez ta tante et ton oncle, à un moment donné, tu voulais, pour retourner à tes racines, tu as parlé du pain. Tu as parlé de leur pain. Oui. Veux-tu nous en parler un peu de ça? Ah, ben c'est que...
ma tante, elle faisait beaucoup de nourriture, du pain, des brioches, je sais pas qu'elle a fait. Je n'en faisais pas, mais je regardais. Mm-hmm. Puis j'apprenais à faire ça, juste à regarder. Ouais. J'étais comme ça. En observant. Et après ça, plus tard, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai travaillé chez un boulanger. Et puis là, j'ai également regardé. La seule chose que je faisais du boulanger, c'était peser le pain. OK. Avant qu'il moule, tout ça, mais je voyais comment je faisais ça. Et c'est comme ça que j'ai appris ça. Puis il n'y a pas un moment où tu as dit « J'aime pas votre pain, je veux retourner dans ma famille. » Oui. C'était ça, je voulais. Oui, parce que c'était une façon de retourner chez moi. Parce qu'elle faisait le pain. Puis c'était une raison que je me suis trouvé, bien sûr. Hein. Est-ce que c'était vrai? C'était une raison, c'est ça? C'était un prétexte. C'est sûr que c'est une raison d'enfant, là. Ben c'est ça m'a touchée parce que justement, c'est une raison un peu candide. Puis toi, dans ta tête d'enfant, tu te dis peut-être que si je dis que j'aime pas le pain, ils vont me dire retourne chez vous, tu sais, mais ça va aller d'acheter. Ben, un autre, pour régler le problème. Oui, là, c'est... Puis t'étais quelle sorte dans... Là, tu dis que la solitude t'a jamais fait peur, même encore à ce jour. Mais est-ce que tu étais un enfant sociable? Avais-tu un gros groupe d'amis? Non, ça n'avait pas ça. J'avais des amis quand même. Ouais. Mais quand je tombais seul, moi, je m'occupais. Je suis encore comme ça, là. Tu fais tes petites affaires. Oh, ouais, je fais des affaires. C'est rare que je suis à rien faire chez moi. Oui, ça me semble évident quand on survole ton parcours. Non, c'est rare. Tu me sembles une personne très active. Même ma copine, elle s'y arrête pas. Qu'est-ce qui t'occupe au quotidien? Mettons que tu te lèves une journée et qu'il n'y a pas grand-chose au programme. Comment tu t'occupes, disons? Ben, disons que ce qui arrive souvent, c'est que les idées me viennent une fois que je suis levé. Ah, je pourrais faire ça aujourd'hui, je pourrais faire ça, je pourrais aller là. Je sors en auto, c'est souvent aussi. Tu conduis encore? Oh oui, sans problème. Une voiture électrique, d'ailleurs? Oui, depuis 8 ans que je fais ça. Puis t'as été le premier de ta famille à t'en acheter. Pas mal des premiers où je reste demain aussi. Mais c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer? J'aime le développement technique. Ouais. Puis les nouveautés, j'aime ça. OK. Je recule pas devant ça encore. Puis donc là, à 14-15 ans, tu as comme un premier emploi dans une boulangerie. Une boulangerie, puis un deuxième emploi, après ça, un autre été, c'était dans un garage. OK. Ça touche à tout, là. C'est pour ça que me débrouiller manuellement, j'ai aucun problème. Puis est-ce que tu avais rapidement, quand tu étais jeune, est-ce que tu avais des rêves futurs par rapport à une profession? Est-ce que... Non, j'ai venu comme ça. Toi, tu t'es dit, je vais naviguer ma vie en fonction des opportunités qui se présentent. Disons que ma tante avait été, à ce moment-là, elle appelait ça institutrice. Oui. Et j'ai un professeur aussi qui m'avait donné un petit peu cette idée-là d'aller dans l'enseignement, tu sais. Ouais. Alors, les deux ensemble, là, ça a fait que c'est ça qui est arrivé. Mais tu as eu un passage avant dans le monde ecclésiastique. Est-ce que tu pensais peut-être faire un prêtre? Oui, je suis allé chez Rédemptrice. Puis ça, est-ce que c'était comme une vocation soudaine ou c'est plutôt non, ta tante? C'est ma tante qui aurait voulu que je fasse un prêtre, Okay. pour moi. OK. Que je suis allé commencer des études. On avait des études classiques quand même. Oui. Donc, tu es allé au Juvénat. Tu savais que ta tante espérait que tu sois prêtre, mais toi, dans ton fort intérieur, tu savais que tu ne voulais pas l'être. Non. Okay. Puis il fallait pas non plus qu'ils sachent ça parce qu'ils ne nous gardaient pas. Oui, c'est ça. Il faut avoir la vocation, puis il faut être discipliné. Puis il y en avait dans ça qui avaient des petites attitudes qui ne me plaisaient pas. Puis tu n'as pas été expulsé du Juvénat? Je ne le disais pas directement. Pas expulsé, mais c'est parce que, il y a une correspondance qui a été... Une correspondance avec une fille, puis ça, il n'acceptait pas ça. Il n'acceptait pas que tu... Donc, c'était une jeune fille qui s'appelait Madeleine. C'est ça. C'était une amie ou c'était peut-être... Non, c'était une amie d'enfance. On était à l'école ensemble. Juste ça, juste une correspondance pure avec une amie. C'était trop pour eux. C'était trop pour eux. J'aimais les femmes. T'as pas d'affaire là, toi? Oui, je comprends. Oui, mais on peut aimer des femmes amicalement. Ah oui, mais pas à l'époque. Pas à l'époque. Pas avec les rédemptoristes. Est-ce que tu as reparlé à Madeleine? Est-ce que c'était cette correspondance? Oui, on s'est revus après, c'est sûr. Oui. Elle a déménagé par la suite, là. Mais je sais toujours qu'est-ce qu'elle a fait.
OK, vous Je êtes sais encore qu'elle était à Laval, qu'elle était mariée avec une optométrice. Mais là, je pense qu'elle est décédée. Elle était un petit peu plus vieille que moi. Là. Elle est peut-être décédée. Ça, je n'ai pas entendu parler de ça. OK, mais vous avez Non, quand même elle était gardé elle était dans le monde. Elle s'occupait des femmes. Elle était comme ça. Donc, après cette correspondance qui a été attrapée, qui a mené au fait qu'on te dise « tu n'as pas le droit de faire ça », tu t'en vas où après? Où est-ce que ce parcours... Là, j'ai été une année là, que je n'étudiais pas. OK. Ça existait quand même à cette époque-là. Là. Tu prenais une année sabbatique. Ouais. Une année sabbatique, OK. Et puis, j'ai travaillé avec mon oncle, qui était garde-forestier, garde-feu. Alors, j'allais en forêt. Lui, il mesurait le bois, puis moi, j'écrivais les choses. Oui. Puis qui faisait 20, 30, c'était écrit dehors avec des bétails, ça écrit pas. Tu écrivais avec tes mains, de sorte que j'ai développé l'hiver, moi, je peux voir les bains nus, ça me fait rien. OK. Puis là, j'ai travaillé avec lui comme ça, et l'été aussi, là, je le suivais. Ouais. Il surveillait pour les incendies de forêt. Ouais. Alors, j'allais avec lui, puis dans les petites routes de bois, je conduisais l'auto. Ouais. Le camion. Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu en gardes des bons souvenirs de tout ça? Oui, c'était intéressant. On dirait que tu as le bonheur facile. Est-ce que je me trompe? Moi, je cherche pas les choses négatives, jamais. Ouais, mais c'est Je les retiens pas. C'est impressionnant. Peut-être que ça part de l'enfant, justement. Oui. Là. Tout ce qui est négatif, j'écoute pas ça. On prend. Comme un mécanisme de défense aussi pour de prendre ta vie en main puis de te dire, ben là, c'est inconscient, ça. Oui, c'est ça. Puis est-ce que tu as l'impression qu'à cause de ça, tu essaies de t'entourer de gens positifs, de graviter autour de gens qui te font sentir bien, que c'est pas compliqué? Puis... Non. Il y a Sylvain qui t'a accompagné, c'est ton fils Sylvain qui t'accompagne aujourd'hui. Parle-nous un peu de Sylvain. C'est un bon garçon, Sylvain? Oui, bon garçon, oui. C'est un gars qui a de la vie dedans aussi, tu sais, là, puis il est pas mort. Est-ce qu'il conduit bien ou tu conduis mieux que lui, selon toi? Bah. Égal. Je l'entends rire en régie, d'après moi. Je peux embarquer avec lui, ça me dérange pas. Mais d'après moi, il sait que tu as envie de dire « je conduis mieux que Sylvain ». Non. Je fais des farces, Mais tu as combien d'enfants? 4. 4 ans. Puis c'est gars, filles? 2 filles, 2 gars. Ah! Et combien de petits-enfants? 8. 8 petits-enfants. Des arrières. 15. 15 arrières. On est bien de 21 ans qui est arrière. Wow! Fait que là, donc, OK, fait que là, tu aides, t'as un moment avec ton oncle sabbatique, pas vraiment une sabbatique parce que tu travailles quand même avec lui. Ouais. Puis après ça, tu retournes à Montréal ou tu... Ben là, je suis obligé de suivre des cours privés pour pouvoir rentrer à l'école normale. OK. C'était pas au niveau, là. Tu sais, ils prenaient à la 11e année, puis moi, peut-être, ce que j'avais fait, peut-être à 9e, tu sais. OK. Alors là, j'ai pris des cours privés avec un professeur pendant 1 an. Puis là, après, je me suis inscrit à l'école normale de Montréal. Parce que les parents étaient là, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, tu es retourné chez tes parents? Non. Non. Tu es pensionnaire. OK. Les parents étaient à Montréal, j'étais pensionnaire. Ah, ouais. Ma tante n'a pas cherché ce que j'allais rester chez mes parents. Ah, ouais. Est-ce que tes parents lui en ont voulu d'une certaine façon? Est-ce que tu as eu conscience de ça? Non. Moi, mes sœurs m'ont dit que ma mère avait toujours regretté ça. Ah oui? C'est sûr, hein? C'est possible, ça. Mais elle n'en parlait pas. Oui. À l'époque aussi, c'est ça, c'était fait, tu sais. Oui. Bien, c'est sûr que pour une mère, de se séparer de son gars, tu peux pas être en paix avec ça nécessairement. C'est sûr. Comme moi, j'avais pas aimé ça au début. Là. Mais non. Tant qu'il était là, j'étais comme en promenade, tu sais. Ouais. J'avais fait un tour chez le mononcle. Mais une fois parti, c'était pas pareil. C'était pas content, là. Non, c'est sûr. Surtout qu'ils l'ont pas dit, tu sais. Ça s'est fait insidieusement, puis il y avait peur que je vais partir, tu sais. Ouais, je les comprends sur ça, là. Ben oui, c'est sûr. Puis est-ce que donc là, à ce moment-là, pour toi, c'était... Quand est-ce que tu t'es dit, OK, je vais aller en enseignement, puis je vais en faire une carrière? Ben c'est ça. Après avoir travaillé avec l'oncle, là, tu sais, là. Ouais. Comme c'est arrivé que je devais aller le rejoindre dans la forêt. Lui était déjà rendu.
Et puis, il fallait que je fasse 5 km à moins 30 pour aller leur rejoindre. Là, je prenais un camion qui circulait dans la forêt, puis... Puis là, traverser, à un moment donné, je me dis, je pourrais peut-être faire d'autres choses. C'est ce qu'il voulait un peu, d'après moi. Parce que lui, il n'avait pas étudié. Il avait c'est son épouse, ma tante, qui lui a enseigné à écrire, puis, puis à lire. Puis, il n'avait jamais étudié avant. C'était ce qu'il appelait des analphabets à l'époque. Oui, bien. Elle avait réussi ça, puis il y avait un travail du gouvernement. Puis on a su que tu es à l'origine des journées pédagogiques et des semaines de relâche. Oui. Peux-tu nous expliquer comment c'est arrivé? C'est-à-dire c'est que moi, je travaillais à Saint-Lambert. Oui. On avait un comité de direction, parce qu'il n'y avait pas de direction des commissions scolaires à l'époque. Et moi, j'étais président du comité. Puis là, à un moment donné, les enseignants, ils nous disaient régulièrement, on n'a pas de temps libre, il faut tout faire à la maison. Ouais. Bon, parce que là, avec la commission scolaire, on a dit, est-ce que ça serait possible qu'on donne des journées pédagogiques? Oui. Là, la commission scolaire a dit, on va demander l'autorisation, puis on va faire l'expérience. Oui. Et là, c'est parti de là, l'expérience. Puis moi, j'ai communiqué cette expérience-là au Conseil supérieur, parce que j'ai travaillé là aussi, Conseil supérieur d'éducation. Puis ça a acheminé le règlement, puis qu'à un moment donné, ça s'est étendu à la province. À la province au complet, oui. Ouais. Parce que l'échantillon avait fonctionné. C'est ça. Il y avait eu des bons résultats, les professeurs ont trouvé que ça avait du bon sens. Puis... Les élèves étaient contents d'avoir une journée de congé. C'est arrivé la même chose avec les congés du mois de février. Oui, la semaine de relâche. C'est la même chose. Ouais. C'est que je travaillais à Varennes comme directeur de service et j'avais des bonnes relations avec les syndicats parce que j'avais fondé les syndicats au début à Longueuil, négocié les premières conventions collectives, c'est tout ça. Alors, ils savaient que j'étais syndicaliste dans l'âme. Puis là, il y a des enseignants qui passaient leur temps de demander des congés sans solde. Oui. Alors, à un moment donné, je dis, vous, le syndicat, j'ai dit, qu'est-ce que ça ferait si on décidait de donner une semaine aux enseignants? Ils arrêteraient de demander qu'on les sans ça, ils ne perdraient pas d'argent. Oui. Puis, ça serait plus facile. Ça les repose. Au début, vous allez me prendre des journées le mois d'août. On va en prendre une coupe, mais pas beaucoup. Juste pour balancer les 81, les 181. Il a accepté qu'on l'essaye une fois, parce qu'il savait que je les jouerais pas de tout. Oui. Alors, on a essayé, puis le même processus qui est arrivé, toujours au conseil. Jamais de l'expérience, mais à un moment donné, ça va plus haut. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça ait ce rayonnement-là? Parce que, tu sais... Non, pas du tout. C'est ça, c'était juste pour aider... C'est ça. Toi, c'était une c'est local spontanée. pour moi. C'était local parce que, tu sais, ça a tellement... Moi, là, ça fait quand même quelques temps là, que j'ai plus de... je vais plus au secondaire. Ça fait 42 ans, je suis à ma retraite. C'est ça, fait que ça fait un petit bout. Mais moi, quand, tu sais, les journées pédagogiques puis la semaine de relâche, là, c'est important dans la vie d'un élève, dans la vie d'un étudiant. Là, on a hâte, ça change tout. Là. Il y a quelque chose de... Est-ce que là, à rebours, tu te dis... Wow, quand même. Est-ce que tu vois... moi, dans mon esprit à moi, c'est que j'avais senti que c'était important. Autant pour les enseignants, tu sais. Oui, qui se reposent. C'est dans ce sens-là que je l'amenais ailleurs, tu sais. Oui, c'est comme si ça fait un genre de redémarrage dans une année scolaire. C'est comme si ça donne un nouveau souffle, ça t'aère l'esprit, Puis on sentait en février que les gens étaient fatigués. Mais c'est ça, c'est l'hiver déprimant est long. Février, c'est déprimant. Que j'ai toujours été attentif à ce qui se passait. J'ai été en direction de commission scolaire, puis j'allais régulièrement dans les écoles, je rencontrais les enseignants, et je m'informais comment ça se passait. S'il y avait des problèmes, je me l'occupais. Puis, mais tu peux être fier de ça. Mais oui, c'est vraiment un grand accomplissement. Moi, quand j'ai lu ça, je suis comme, tu sais, on se doute bien que quelqu'un à l'origine de ça, mais tu sais, aussi quand c'est expliqué aussi simplement juste de la bienveillance, la lecture d'autrui aussi, c'est comme, on dirait que ça m'a happé de me dire que c'était aussi simple et finalement, ça a découlé. Non, mais nous, on a connu à l'époque, quand j'enseignais, des directions très autoritaires, comme les parents étaient très autoritaires aussi, tu sais, on a connu ça. Oui. Mais moi, je n'étais pas heureux dans ça.
OK. Puis j'ai vécu d'autres choses avec l'oncle et la tante. T'as pas du monde qui me tapait dessus puis qui était autoritaire. Mon père l'était plus. OK, t'es plus sévère. Plus sévère. Alors, c'est comme ça qu'à un moment donné, moi, quand je travaillais avec les gens, je travaillais pas en autorité. Je travaillais avec eux autres. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. C'était très humain comme approche. Puis ça et fait ça se sentait, c'est clair. Ben, oui, certainement. Puis est-ce que c'est à peu près dans ces époques-là où t'as quand même frayé en politique un peu? T'as eu un contact politique avec René Lévesque, avec... Oui, j'avais été approché un peu là, avec René Lévesque. J'avais connu Gérald Lajoie aussi, Parizeau. Oui. J'osais avec eux autres. Parizeau, c'était pas un gars qui j'osais beaucoup, par exemple. Il y avait Guy Rocher aussi, avec qui j'avais eu des contacts. Tu sais, tout ce monde-là. Là. Des gens qui sont de mon âge, dans le fond, mais ils sont décédés des Mais est-ce que ça vous a un peu intéressé? Est-ce qu'ils vous ont fait des... Pardon? Est-ce que ça t'a? Oui, est-ce que ça t'a? Excuse. Il t'a, vous voyez? Je m'excuse. Le petit mot. Mais est-ce qu'ils t'ont fait des approches concrètes pour se joindre à eux? René Lévesque est allé dîner avec au Parlement. OK. Puis tout en jasant, puis après ça, j'ai analysé ça. Moi, je suis pas tellement fait pour ça. Puis j'avais pas le goût de quitter la famille. Je voyais le genre de... Oui, c'est sûr que c'est un autre mode de vie. T'es toujours parti, t'es pas là. Et ça m'intéressait à moi. T'es une personne de famille prioritairement. Ça m'intéressait pas. Oui, t'aimais mieux ta petite vie tranquille. Je peux dire, ce que j'avais perdu, je cherchais à le recréer. Ben oui. Dans le fond, est-ce que tu veux nous parler aussi de ta longue relation amoureuse avec ta défunte épouse Monique? Ah oui, elle était 66 ans. 66 ans de mariage? Ouais. Wow. C'est incroyable. Comment vous vous êtes rencontrés? Elle était de Montréal. Moi, j'étais à Saint-Siméon, mais elle avait un oncle à Saint-Siméon. Elle venait se promener là. OK, fait que c'est là. OK, je pensais que tu l'avais rencontrée à Montréal. Là. OK. Et puis, comme on fait des folies avec ça, on faisait des folies. Je l'ai rencontrée sur le trottoir. OK. Comme ça, juste un peu rassemblé. Elle était avec un cousin à elle qui était avec chez l'oncle aussi. Puis, il m'avait dit ça. Il dit, je pourrais te la faire rencontrer. Alors, il m'avait averti qu'elle a passé sur le trottoir. OK. OK, c'était tout planifié, là. C'était pas une rencontre fortuite, là, sur le coin de... Pas directement. C'est-à-dire qu'elle ne le savait pas, mais toi, tu le savais qu'elle allait passer. Moi, je le savais. Puis en plus, ma tante était bien amie avec sa tante à elle. C'était le marchand général de la maison. Les Brouillards, qui appellent. Son grand-père a été député, maire de Drummondville, puis en tout cas. Mais dans ton approche à elle, est-ce que tu as fait comme si tu savais pas comment qu'elle s'appelait parce que tu savais que toi qu'elle allait être là? Non, je ne vois pas. Il me l'a présenté. Je ne la connaissais pas avant. OK, donc... Il me l'a carrément présenté. C'était naturel. Là. Oui, c'est ça. Pour s'arranger pour la rencontrer, ça, c'était autre chose. Ouais. Non, je comprends. Mais il y avait un échange à un moment donné. Je sortais avec une de Saint-Siméon. Et puis, là, j'y ai laissé Saint-Siméon. Puis, est-ce que suite à cette rencontre-là, ça a été un coup d'envoi pour... Non, ça a été calme. C'est une infirmière, tu sais. OK. On s'est promené un peu. On allait sur le bord du fleuve le soir. Puis les becs n'étaient pas forts à l'époque. T'étais un beau état noirceur, puis tranquille, tu faisais pas grand-chose. Non, je comprends. L'église ne le permettait pas. L'église non, le permettait ben pas. Non. Mais c'est pas parce que t'as pas envie. Je comprends. Mais est-ce que rapidement, tu savais que c'était elle? Non. Non, ça a pris du temps. Mais ma tante avait poussé un peu sur ça. OK. Alors, il tenait c'était la fille de M. Brouillard, un honorable de Saint-Siméon. OK. Ça, c'est important pour elle. Oui, l'étiquette, ce que ça représente. Alors, ça a commencé comme ça. Ensuite, là, j'ai étudié à Montréal, on s'est rencontrés, mais pas tellement. Parce qu'elle étudiait comme infirmière, puis il n'y avait pas de temps libre à l'époque. Hein. C'est ça. Il était chez les sœurs, puis quand il n'y avait rien à faire, il les envoyait travailler à l'hôpital, puis... Oui, fait qu'elle aussi, elle était super occupée. Là. Alors, des fois, je partais à pied de... L'école était sur Sherbrooke, près d'Atwater. OK. Alors, je partais de là, puis je m'en allais à l'hôpital de Verdun à pied le dimanche matin. Des fois, je la voyais 15 minutes, puis je revenais. Ça, c'est quoi? C'est 1h30, 2 heures de marche, certain? Ah oui, une grosse heure et demie. Oui.
Wow, ben quand même. Je partais aussi de l'Ouest comme ça, je m'allais dans Rosemont à pied le dimanche. Je suis pas allé chez mes parents. Ça, c'est pour ça que je marchais. Oui, ça fait pas peur. Il n'y a pas une histoire de longue trajectoire en taxi pour aller la retrouver? Oui. 12 heures, quelque chose comme ça. Peux-tu nous parler? Non, on était parti avec un conducteur. C'était pas un vrai taxi, mais il en faisait. Il y avait une parenté à Montréal. Fait qu'à Pâques, moi, j'étais enseignant à Sacré-Cœur, Saguenay, là, près de Tadoussac. Oui. Alors, on est parti avec lui à Montréal. À l'époque, c'était pas les autoroutes. Hein. Quand tu partais d'un endroit comme ça, c'était 8 heures au moins pour te rendre à Montréal. Alors, j'étais allé passer 2 jours là, pour être revenu. Puis, qu'est-ce qui avait motivé... Est-ce que tu avais peur de la perdre ou y avait-tu comme une espèce d'enjeu où tu te disais... non, pas dans ce sens-là. C'est qu'on s'écrivait régulièrement. Pendant 2 ans, là, moi, j'étais là, puis elle était à Montréal. Oui. On s'écrivait, tu sais. Mais à un moment donné, juste à écrire, c'est bon de se voir un peu. Là, ça devient dangereux que tu as perdu. Oui, il faut entretenir ça un petit peu quand même. Oui. Tu le sais pas, mais tu penses à ça de bien quand même. Tu sais. Oui. Alors là, j'allais une couple de fois par année, comme ça, à Pâques, à Noël. Puis... On la voit. Puis quand est-ce que tu as su que tu voulais passer ta vie avec elle? Est-ce que ça s'est... là, après ça, disons, on se voyait l'été, tu sais, puis elle venait se promener. Puis là, à un moment donné, on dit... D'ailleurs, elle était comme ça. Elle dit, il faudrait bien faire quelque chose. Elle dit, on se fiance-tu? Faut bouger. Elle était comme ça, elle. Elle avait du caractère, puis elle savait ce qu'elle voulait, puis où est-ce qu'elle s'en allait. C'est bon, ça. C'était dans l'action. C'est ça qu'on a fait, puis après ça, on s'est mariés. Puis, là, elle est venue vivre à Sacré-Cœur. Sa parenté à Montréal. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a été dur pour elle, j'imagine, quand même? Mais non, c'était une femme qui... Elle s'adaptait. Là, elle était en amour, puis tout ça, tu sais. Oui, ça aide. Alors, sa mère, je pense, ça faisait plus de peine à sa mère qu'encore. Ben oui, c'est sûr. En même temps. Alors là, c'est ça. On déménageait là, puis... Elle était spéciale, parce qu'elle dit, moi, je ne veux pas avoir d'enfants à Sacré-Cœur, là, trop loin. Okay. Je veux les avoir à Montréal. OK. Il fallait prévoir de les avoir à ville, durant les vacances. C'est arrivé comme ça, Baudou. Vous avez réussi à bien synchroniser. Oui, c'est ça. Quand tu voulais quelque chose, c'était de même. Puis, ces années-là, à Sacré-Cœur, c'était comment? Parce que là, toi, tu étais enseignant là-bas, mais tes élèves étaient pas vraiment plus... Ils étaient un petit peu plus jeunes que toi ou à peu près le même âge? Non, quand je suis arrivé à Sacré-Cœur, moi... D'abord, quand on arrivait dans un endroit comme ça, tu étais le seul homme, tu sais, là, enseignant. Là. Ouais. Les autres étaient des sœurs. Ah oui, ouais. oui. Ben oui. Alors là, en arrivant, il fallait aller voir le curé. Alors, moi, j'avais 20 ans, tu sais. Alors, on va voir le curé. Il dit, moi, ce que je veux d'un enseignant, il s'occupe des enfants de cœur, qui chante mes messes, des cadets, puis il dit qu'il y a de la discipline. Il dit, t'es cadet, ça va. Les enfants de cœur, ça va. Chanter, je vais chanter une fois, tu ne voudrais plus m'entendre. Puis je l'ai fait après ça. Ouais. Puis la discipline, ça, c'est mon problème. Il dit ça, c'est curé. Ouais. J'étais comme ça. Oui, il fallait avoir... Il savait à quoi ça tenait. Oui. Puis il a accepté. Il n'avait pas des mots. C'est pas lui qui payait. Oui, OK. Oui, fallait... C'est lui qui est parti au bout de 3-4 mois. Il a été remplacé par des pères de Sacré-Cœur. Je m'entendais bien avec eux autres. OK. Ça a-tu été... Est-ce que tu a fallu que tu te fasses pousser une moustache ou quelque chose pour avoir l'air plus autoritaire envers tes élèves? Parce que j'imagine... C'est ça, vous aviez à peu près le même âge. Avec ça, moi, j'avais 20 ans. Et j'en avais qui avaient 15 ans, tu sais. Je jouais au hockey à l'époque, c'est beaucoup, tu sais. Jusqu'à 5-6 fois par semaine, il fallait que je m'occupe. Oui. Oui. Et puis... j'avais 2 équipes. Là. Il y avait une équipe à un moment donné qu'on jouait, puis il y avait des élèves qui étaient là. Il y avait du fun. Ils se payaient en traite. Oui, j'imagine. Là, aujourd'hui, c'est du monde qui ont 90 ans. Oui. C'est ça. J'avais même un qui demeure avec moi, là, à Longueuil, au jazz. Là. Ah ouais, un ancien élève de Longueuil. Il a 81 ans. C'est bizarre. Bon, ça. Spécial, il y a oui, c'est spécial.
Puis, donc, après combien d'années de mariage, vous avez eu votre premier enfant? 1 an. Après 1 an. Bien synchronisé aux vacances. C'est ça. Puis vous, est-ce que vous aviez toujours voulu avoir des enfants? Oh, oui. Oui. Oui, c'est pareil. Même mon épouse, Monique, elle disait « Oh, on va en avoir 4. » Mais à un moment donné, après 3, c'était assez. Il est arrivé un autre. Il y en a eu 4. Il y en a eu 4. Ben, Monique, elle a souvent ce qu'elle veut, finalement. Oh, oui. Puis donc, vous avez, si vous êtes à l'aise, ou si tu es à l'aise d'en parler, Monique est décédée il y a combien de temps maintenant? Ça a bientôt 8 ans, là. Bientôt 8 ans. Puis j'imagine que ça a été une période très pénible. C'est-à-dire, elle fait de l'Alzheimer. Okay. J'ai eu soin pendant 3 ans, là, dans les phases où c'est pas un cadeau. Oui. Que la nuit, ça se réveille, puis ça voit toutes sortes d'affaires, là, puis ouf. Ça dort presque pas la nuit. Alors, non. Au bout de 3 ans, ben là, la directrice du RPA, elle restait là à l'époque. Elle dit, moi, je vois que vous êtes bien fatigué. Il faudrait faire quelque chose. Elle dit, je pourrais vous offrir une place à l'étage des soins. Faut que c'est ça qu'on a fait. Qu'est-ce que tu retiens de cette période-là d'aidant naturel? Parce que c'est un don de soi énorme, là, tu sais, Ben, c'était naturel pour moi de le faire. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais. Je me suis jamais posé de questions, tu sais. Je faisais ce qu'il y avait à faire. Puis est-ce que tu te souviens des signes avant-coureurs, des premiers moments où tu as fait « OK, il se passe quelque chose avec Monique ». On se souvient de ça après, là. Oui. Même quand on a déménagé, on était à Boucherville. Puis bonjour, elle se dit, on va se placer avant qu'on se fasse placer. Elle était comme ça, tout le temps. Alors, on a commencé à visiter des endroits. Je crois, moi, je vois pas de problème. Alors, on a visité des endroits. Puis là, on s'est arrêté sur Longueuil, tu sais. Puis là, je me suis aperçu, là, mais ça, je l'ai vu qu'après. Elle répétait souvent les mêmes affaires comme ça. Là. Elle disait comment est-ce qu'elle avait décidé de partir. Tu sais. OK, ouais. Puis au même monde, elle répétait, tu sais. Oui. Donc, j'ai dit, elle sentait des affaires. Oui. Puis je me suis souvenu aussi qu'à un moment donné, j'étais arrivé, elle dit, je suis plus capable d'allumer le four. J'étais parti à vélo. Alors là, j'avais laissé des indications sur le four pour savoir quoi faire. Okay. C'est des petits détails. Des petits détails comme ça, ouais, de petites pertes. On ne sait pas là, que ça veut dire, c'est après. Mais non, puis des fois aussi, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement là, après, ça. Ça s'amplifie tranquillement. Oui, c'est ça. Elle m'a toujours reconnu. Elle ne s'est pas rendue au point de ne pas me reconnaître. Non? Les enfants aussi. Ah oui, mais pas les noms, mais elle reconnaissait les visages. Oui, mais à un moment donné, elle ne parlait plus. OK. Puis comment tu vois ça? C'est-à-dire, tu sais, quand on est extrêmement attaché à une personne, amoureux, puis aussi qu'on voit la personne souffrir, est-ce que tu voyais ça un peu comme une délivrance pour elle? Ou c'était... Qu'elle décède? Ouais. Oui. T'étais-tu rendu là dans l'acceptation de... Pour elle, ça n'a pas de bon sens ce qu'elle vit? Ça ne pouvait pas continuer indéfiniment comme ça, parce que c'est long, les Alzheimer. Oui. Mais elle avait la tendance comme de tomber. OK, elle faisait des chutes quand même. Oui, mais des chutes, paf, par en arrière d'un coup de clan. Alors, j'ai eu à réparer des blessures assez souvent, parce qu'elle aurait toujours été rendue à l'hôpital. Mais oui. Ça ne m'embêtait pas de faire ces affaires-là. Oui. Mais une bonne fois, elle a tombé où elle était, là, au centre de soins. Que l'avait oublié. Pourtant, c'était équipé, les lits qui avertissaient au poste quand elle se levait. Mais les fins de semaine, c'est des nouveaux. Des fois, ils oublient. Ouais. C'était justement Noël. Puis là, elle a tombé, elle a fait un hématome au cerveau. OK. Elle a été 2 jours de soins confort, qu'ils appellent. Est-ce que tu te rappelles du dernier moment que tu as eu avec elle? Ah oui. On a toujours été là. Même la famille complète était là quand wow. Tu as écrit une biographie, puis tu parlais, via la recherchiste, d'un dernier baiser que tu sais qu'elle a eu souvenir de, dans le sens que, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais tu as dit que c'est le dernier baiser dont elle se souvenait que vous avez eu ensemble. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ça t'a marqué, ce moment-là? Oui. C'est-à-dire, elle était vers la fin à ce moment-là. Tu sais,
Surtout quand tu es là, puis que tu vois que le kiosque met à faire. Tu dis, ça s'en va. Tu dirais que c'était quoi les plus belles qualités de Monique, les qualités humaines de Monique dont tu te souviens le plus, si tu avais à décrire Monique avec l'affection que tu avais? Elle avait les qualités d'être bien attentive aux personnes. C'est l'infirmière, tu sais. Oui. Oui, c'est sûr. Généreuse envers les autres. Oui. Puis, non, c'est pas la femme qui... Elle savait ce qu'elle voulait, mais c'était pas la femme qui pouvait provoquer des chicanes, des affaires comme ça, tu sais. On s'est jamais chicané. Ah non? Non, jamais. Hey, ça, c'est beau. On pouvait avoir des désaccords, mais on s'expliquait. Oui, mais dans le respect puis la communication, puis ça se résorbait. On n'était pas de ces gens-là, ni les autres. Est-ce que pour toi, justement, avec ton enfance, où tu as eu plusieurs défis à surmonter, est-ce que tu es content de l'univers familial que tu t'es créé avec Monique? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose y a-tu comme un apaisement pour toi ou comme ça t'a-tu aidé à faire tu me sembles quelqu'un d'assez résilient qui n'a pas traîné ça toute sa vie, mais est-ce qu'il y a eu un moment où, quand tu as eu ton premier enfant dans tes bras, tu t'es dit, OK, là... C'est-à-dire, ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est un peu inconscient, tu sais. On est satisfait de ce qui arrive par rapport à ce qu'on a vécu. Oui, c'est bien dit, ça. Dans le fond, il y avait juste un apaisement naturel. Ça, tout était... C'était pas de scénario, il y a ça, là. Mais je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu, parce que quand on se fait des scénarios, probablement, ça arrive jamais comme on le souhaite. Moi, je m'en suis jamais fait. Non. Il arrivait des choses, à un moment donné, je travaillais, puis après 5 ans, je commençais d'avoir assez. Je restais dans le domaine, mais je changeais de type de travail. Oui, bien, c'est ça, justement, là, on a vu... 5 ans, ça était tout de même. Suite à ta retraite... Veux-tu nous parler de ta vie de retraité qui n'en est pas vraiment une, finalement? Parce que... Mais même, j'avais dit, quand j'enseignais, on n'avait pas des salaires très élevés. Puis quand tu es rendu à 4 enfants, puis un loyer de 75 $ par mois, puis tu gagnes 65 $ par semaine, tu n'arrives pas. Puis tu as un auto. J'avais un auto avant. Parce que quand ça n'arrive pas d'auto, tu ne peux pas sortir. Hein. Oui, puis là, Monique, elle ne pouvait pas travailler sur la Côte-Nord. Fait que tu étais le seul pourvoyeur. C'est ça. Alors, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que tu cherches des moyens. Puis là, je me suis mis à vendre des casseroles, des chaudrons. Ah oui? OK. Je partais le soir à 4 heures, j'allais faire des démonstrations. Puis comme j'étais bon dans la nourriture, je faisais des affaires pour que les gens goûtent, puis je vendais des chaudrons. Puis ça, c'était à domicile ou ça, c'était dans les magasins? On allait aux maisons. Là. On prenait des rendez-vous. Porte à porte? Oui, suite, on faisait une soirée d'explication avec un petit goûter à la fin. Oui. Puis là, après ça, on prenait des rendez-vous, puis là, on allait les voir. OK. Fait que ça, c'est avant ta retraite. Dans le fond, tu as décidé de te recycler dans la vente. C'était pour arriver à vivre convenablement, tu sais. OK. Dans le fond, c'était plus payant de faire ça que d'enseigner? Ah ben oui, je faisais 300 $ par semaine. Ah oui, parce que c'est ça, plus tu vendais, plus... Donc, je n'avais pas de misère à vendre, moi. OK. Non. On dirait que j'ai pas de misère à le croire. Non, ben moi, je t'achèterais n'importe quoi, Jean-Guy. Oui. Je vais être honnête avec toi, là. Aucune misère. Je te fais confiance à 100%, prends mon argent. T'es-tu arrivé avec des affaires à nous vendre aujourd'hui? Si. T'es-tu arrivé avec des affaires à nous vendre aujourd'hui? Peux-tu nous vendre des affaires? Non, ça. C'était juste pour tester tes compétences, pour nous amadouer. Terminé ça. Et après ça aussi, dans les portes et fenêtres? Oui, ça, c'est la retraite, ça. Après la retraite, c'est pas des affaires que j'ai planifiées non plus. C'est que j'ai remplacé des fenêtres à ma maison. Oui. Le monsieur qui vendait ça, qui était un Algérien. Oui. Et il était bien aimable, tout ça. Puis à un moment donné, il dit, j'aurais des vendeurs, tu ferais ça? Oh, je peux l'essayer. Et puis là, c'est ça que j'ai fait. Puis je réussissais pas mal aussi. Ça a bien été à ce niveau-là? Ah ouais. Ça a duré combien de temps? 17 ans. 17 ans. 17 ans. T'es pas parti pour faire ça. Mais on faisait des démonstrations dans les centres d'achat, on ramassait des clients, on allait voir. C'était à Montréal, c'était à Laval, on allait partout, tu sais. Tu avais de l'expérience avec les casseroles et les chaudrons, fait que tu as juste appliqué ça aux portes et fenêtres. Ah ouais, je vois les ventes, j'étais capable de travailler avec ça. Puis t'es devenu le meilleur vendeur, d'ailleurs, si je me trompe pas. À peu près. J'ai eu un bon voyage payé en Europe. Pour récompenser ton travail. Pendant un mois avec l'auto fournie, tout le transport. Un voyage d'1 mois? Un mois. Parce que t'étais le meilleur vendeur. Ouais.
Ils gâtaient bien leurs employés, coudonc. Mais c'est ça, en parlant de voyage aussi, t'es un globe-trotteur, t'as beaucoup voyagé dans ta vie. Oui, bon ben, ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué de ça? Qu'est-ce qui te reste de ça? Ou y a-tu des pays, des anecdotes? Il y a le Portugal que bien aimé, aussi tous les pays de l'Est, là. C'est spécial, c'est pas comme nous autres, tu sais. Oui. Puis ensuite, l'Espagne aussi, j'avais aimé ça. Il y a, quand j'avais eu mon prix, là, on avait une auto, là, on était parti de la Côte d'Azur, on s'en allait vers l'Espagne, on a fait tout ça, là. Wow. Ouais. Donc, tous les voyages, j'avais fait plusieurs croisières aussi, tu sais. OK. Ouais. Une, entre autres, qu'on avait faite qui arrêtait aux îles Britanniques. Et parce qu'on avait une petite fille qui travaillait là. Ah, fait que vous êtes avec allé ça. Ouais. Alors, on savait que le bateau arrêtait là. Fait que c'était drôle d'avoir mon épouse dès qu'elle débarquait à la course. Pour aller rejoindre sa petite fille. Oh. Ouais. Puis là, tu as une nouvelle compagne. Oui. Depuis combien de temps? Disons que c'est depuis 2021. 2021. Comment vous êtes rencontrés? C'est juste avant la pandémie. C'est-à-dire que moi, j'étais au 12e étage, au RPA, puis elle aussi. On était voisins. OK. Mais on se parlait pas. Avec son mari, moi, on faisait des vues chacun et tout. Elle connaissait plus Monique que moi, tu sais. OK. Puis là, son mari, ma Monique est décédée, son mari est décédé quelques temps après, tu sais. Puis il y a eu la pandémie. On commençait à se parler entre balcons. Oui, c'était difficile à ce moment-là. Roméo et Juliette. Oui, c'est ça. Exact. Oui, c'est romantique. Et puis après ça, là, on dit, on pourrait peut-être aller souper ensemble, tu sais. Puis ça s'est fait bien lentement comme ça. Ça a tout été de même. C'est des choses, je m'embarque pas trop vite. Oui, c'est ça, tu prends ton temps, mais une fois que t'es là, après ça, t'es complètement impliqué, puis tu fais la différence. Puis j'avais dit, je me défendais peut-être aussi, parce que je venais d'avoir subi quelque chose. Je voulais pas avoir des difficultés. Puis il y a tout ça. Là. Mais là, c'était une pandémie mondiale. Et c'est ça, d'ailleurs, ce qui me frappe aussi dans ton parcours, c'est que tu as vécu le Québec de l'époque rurale au iPhone. Ah, puis vraiment rural. Pas d'électricité. Oui, c'est ça. On était à la baie des Rochers, là, puis il y avait peut-être 25 familles, là. Puis c'était les lampes Paladin qui appellent, puis c'est tout ça, l'eau à la pompe, là, j'ai tout ça. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans la transformation du Québec ou dans les technologies ou les nouveautés ou comment le monde se modernise, oui. Surpris, non, ça s'est fait tranquillement quand même. Tu sais. C'est vrai que... Puis comme je résistais pas, j'embarquais dans ça. C'est ça, t'as toujours été curieux de ce genre d'affaires. C'est clair que par rapport à ce que j'avais vécu, puis ce qu'on regarde aujourd'hui, il y a un décalage. Ouais. Un moyen décalage. Un moyen décalage. Est-ce que la vie était meilleure? C'est nos gens. Aussi, on n'avait pas assez grand argent, mais ça ne nous dérangeait pas. Non, mais c'est ça. On dirait que là, on en veut toujours plus. On avait l'oncle, il y avait un genre de petite taille, puis il y avait une vache, il y avait un cheval, il y avait des petits cochons, puis il y avait des poules. On m'occupait de ça, j'aimais ça. Qu'est-ce que tu trouves qui était peut-être mieux avant en fonction de tes valeurs et en fonction des offres qu'il y avait à toi? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une époque que tu as préférée ou tu t'es juste adapté à ce que la vie te proposait? Je me suis adapté, mais disons que au début de notre vie, le monde était peut-être plus en contact. On cherchait à se voir, on se connaissait tous. Plus de rapports humains concrets. Plus de rapports humains, oui. Ouais. Là, c'est des rapports écrits. Oui. Beaucoup les réseaux sociaux et les textos. Moi, j'en fais, mais pas exagéré, avec la famille, mais pas tellement plus loin que ça. On communique de cette façon-là aussi. Ça fait partie de la vie. Je ne m'arrête pas sur ça. Là. Est-ce que vous voyez souvent toute la gang, les petits-enfants, les arrières? Avez-vous comme... Quand je réunis tout le monde avec les conjoints, ça fait 38 personnes. Oui. C'est quand même du monde. Alors, on le fait à Noël. Une fois à Noël, on le fait ça. Il y a quelqu'un qui... avant ça, c'était moi, là, mais aujourd'hui,
quelqu'un qui décide, on réunit Je le vous monde. reçois, oui. Puis les fêtes aussi, qu'on se voit. Oui. Puis moi, je le fais à déjeuner, mais pas à toute la famille, mais aux enfants. De temps en temps. Un petit déjeuner le matin, de temps en temps. OK. Il y en a 4 qui viennent, puis 4 autres. Puis... Oui, c'est ça, par section. Ben c'est ça, à un moment donné. Là, on peut je fais encore ça, là, une fois, tous les 15 jours à peu près. Est-ce que tu leur fais ton pain, ton fameux pain? J'en fais moins, mais quand j'en ai, oui. Parce que s'il y en a qui... J'en fais moins parce que j'en mange moins, tu sais. Parce que pendant la pandémie, tu as fait ton propre pain, puis il y a une vidéo sur YouTube. Si gens veulent, ça peut m'amuser, ça aussi. On mettra le lien dans les commentaires de ta vidéo où tu fais du pain. Ça m'a bien fait sourire. Puis, moi, j'ai fait l'émission Les Nuls en Chef. Je suis un mauvais cuisinier. Mais je vais peut-être essayer de recréer ton bon pain. Mais tu seras incapable. Je vais être incapable. Il n'est pas capable de couper un oignon. Il y a de la misère à couper un oignon. Ouais, moi, je mais c'est-à-dire que le pain, c'est quelque chose qui marche beaucoup au toucher. Hein. Oui, c'est tactile. Moi, je sais que si la pâte est correcte ou pas, juste à le toucher. OK. Il y a un moment donné, il faut que tu arrêtes de le taponner, comme on dit. Oui, il ne faut pas exagérer. Puis avec ta nouvelle compagne, est-ce que vous voyez souvent comment ça fonctionne, votre vie commune? Non, nous autres, on vit chacun nos appartements parce qu'on a nos habitudes. On dit ça, puis on se voit au moins une fois par jour. On prend un apéritif, on va manger, on va au restaurant, on va voir des spectacles. On a 2 à voir là, à l'église Saint-Antoine à Longueuil. Ça va être quoi, les spectacles? C'est l'église Notre-Dame de Paris. Ah, wow, OK. Ouais. Fait que plus musique. Oui, il y a aussi des spectacles théâtre. Tu sais. OK. On avait l'abonnement au Théâtre de la Ville à Longueuil. OK. Donc, tu restes actif. Mais as-tu déjà eu des incidents de santé qui t'ont fait peur ou tu as toujours eu une santé? On n'a pas le temps d'avoir peur. Ça. Pas le temps d'avoir peur. Non, moi, j'ai vu un pacemaker, ça. Oui. Je ne savais pas que c'était. Parce que j'ai fait des fibrillations auriculaires. OK. Tu sais, on m'a dit, t'es étourdi, c'est quoi de faire là? Mm-hmm. Mais 2, 3 fois, on m'a dit, faut que tu fasses quelque chose, tu vas voir. Oui. Moi, je ne suis pas porté à partir à pas parce que non. T'es pas un hypochondriaque, là. Non. Alors, c'est ça. Là, ben, à un moment donné, je l'ai vu, ma fille était avec moi quand elle était allée à Charlemagne. Elle a dit, faudrait peut-être faire quelque chose, parce que j'avais monté à 145, tu sais. Oui. Là, ils ne m'ont pas fait attendre, ils m'ont pris de suite. Puis depuis ce temps-là, tout va bien, ça se passe. Correct. Moi, j'ai pas mal aux os, j'ai pas mal aux genoux, j'ai rien de ça. Je peux marcher. Mais t'as fait, c'est ça, t'as skié jusqu'à 88 ans? Ouais. Puis vélo aussi pas mal. 90. Puis tu faisais pas des 5 km, là. Non, je faisais 3000 par été. Wow. Wow. Puis là, qu'est-ce qui fait? Là, tu te reposes un peu de ça? Bon, je fais de la marche. C'est ça. Marche. J'ai été un temps après avoir laissé le vélo. Là, j'ai surtout laissé quand mon épouse était malade parce que c'était moins libre. Mm-hmm. Et après avoir laissé ça, là, j'ai marché. Je marchais à 10 km par jour. Hey. Là, j'ai baissé ça, 3, 4, tu sais. Ouais, c'est mais quand même c'est beaucoup, le 3-4, là, moi. C'est parce qu'on fait dans l'édifice, puis dehors un peu. Oui, ça. L'hiver, ben là, ça me tente moins un peu. Là, c'est normal, là. Surtout avec l'hiver qu'on vient de passer. Ah non, mais pour vrai, c'est fou, honnêtement, dans le sens que, tu sais, 4 km par jour, puis t'as tellement pas l'air de 97 ans. Non, c'est disons que les gens, des fois, ils ont peur de vieillir, mais il n'y a pas de peur d'avoir ça, ça se fait tranquillement. Puis c'était pas cette impression-là, tu sais. Ouais. Moi, je jamais pensé que je vais vieillir, tu sais. Oui. Mais est-ce que la perspective de la mort, parce que sûrement que tu dois y penser, est-ce que ça te fait peur, la mort? Ou pour toi, tu vis au jour le jour, t'en profites, t'es en santé en ce moment? Ouais. Moi, je me dis, si je meurs, probablement, je ne serai pas malade longtemps. Ben, non. Non, mais c'est fou parce qu'on dirait que tu prends tellement la vie de façon simple, puis on dirait que tu as vécu ta vie de façon simple aussi, pas compliquée, t'es entouré de gens positifs. C'est ça. Mais parce que moi, une des prémices de cette envie de faire ce projet-là, c'est que moi-même, je trouve ça quand même... Moi, je vais avoir 51 ans bientôt, puis je trouve ça difficile vieillir, ça me fait peur, puis
j'ai un immense respect pour le dégagement ou la simplicité avec laquelle vous abordez ça. Peut-être que je devrais me simplifier un peu la conscience, mais... Donc, tu n'as pas peur du tout, tu y penses pas... Je sais qu'à un moment donné, je peux partir dans mon lit à la nuit puis sans le savoir. Puis je peux rien y faire. Mais non. Puis est-ce que tu as un recul sur ta vie? Puis as-tu des regrets par rapport à ta vie ou tu es juste content de la vie que tu as vécue? Aucun regret. Aucun regret. Non. Il n'y a rien que tu revisiterais. J'ai toujours la tendance de vivre. Ce qui est passé, je peux rien y faire. C'est vrai. Ouais. Puis le futur, je ne le sais pas. C'est vrai. Alors, il me reste le présent, puis je le vis. Pleinement. Mais c'est vraiment la bonne façon de le voir. C'est vraiment c'est la meilleure façon, inévitablement. Puis, est-ce que ta vision du bonheur, disons, à 20 ans, puis maintenant, là, est-ce qu'elle a évolué, ta vision du bonheur, ou c'était pas mal, tu étais quand même campé dans ce genre de mouvement-là, de simplicité? Je fonctionnais à peu près comme ça. Je prenais les petits bonheurs à la fois. Oui. Qu'est-ce qui te rend heureux dans ta vie de tous les jours? Ben, le contact avec mon ami, ça me rend heureux. Disons que ça aide à vivre nécessairement. Tu as un intérêt, c'est réciproque en même temps. Puis, le partage. Tu ne penses pas que ça va t'arriver. Elle était un petit peu plus jeune que moi, mais quand même pas jeune. Puis... elle a quel âge? Elle a 91. 91. Elle va avoir 80, je ne sais pas encore. Une petite jeune, dans le fond. Vous avez trouvé une petite jeune. C'est ça que je dis des fois. Puis est-ce qu'elle est en santé? Oui, elle a des petits troubles, naturellement, mais... Oui. Rien de majeur. Ouais. Puis est-ce que vous avez des goûts, est-ce que vous partagez les mêmes goûts? On a des goûts communs pour moi. C'est super, ça. On s'obstine pas quand on va manger, tout ça, là. La vie simple de Jean-Guy. C'est ça. Oui. Je me suis dit que quand les gens disent qu'ils ont peur de vieillir, je me dis, tu te laisses aller, tu peux rien y faire, tu sais. C'est vrai qu'on peut rien y faire. Peut-être que ça nous fait vieillir mal que de toujours être dans l'appréhension de ça. Puis c'est là peut-être où on se développe des maladies, puis des troubles anxieux, puis tout ça, alors qu'effectivement, on peut rien y faire. Puis je pense que tu as tellement cultivé la joie, la douceur, l'amour, que dans le fond, là, c'est ça. Tu récoltes ça. L'amour, la joie, puis tu prends les petits bonheurs à mesure qui arrivent. Oui. Le reste, c'est merde. Oui, le reste, aux poubelles. On n'en veut pas de ça. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose... Si tu pouvais parler à ta version de toi quand tu avais 20 ans, est-ce qu'il y a des choses que tu lui dirais, voulant dire, hey, fais attention à ci, fais attention à ça, ou... peut-être même pas. Mais je vois rien là, que... Non, mais tu sais, dans le sens que des fois, la sagesse que vous avez, le vécu, l'expérience de vie que vous avez, des fois, ça donne certaines clés que l'on n'a pas en jeune âge. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas à cet âge-là, tu sais. Mais il n'y a rien de spécifique. Il n'y a rien à dire qui m'a marqué particulièrement. C'est que dans le fond, les traumatismes ou du moins les grandes brèches émotives que tu as vécues, c'est comme si naturellement, tu es comme un peu une vieille âme. Il y avait comme quelque chose en toi qui était comme, faut que je sois dans l'acceptation assez rapidement, là, de ce que je comprends. On dirait que c'est comme si parce que moi, je suis un caractère un peu plus... Je me débat plus comme un petit diable dans l'eau bénite, là, quand il m'arrive ce genre de situation-là. On dirait que j'apprends là, à 36 ans à essayer de faire le deuil de certaines choses puis de me dire, il faut que tu l'acceptes. Mais on dirait que c'est comme si toi, naturellement, tu as eu inévitablement... J'ai eu un gros deuil à faire. Oui. Puis quand je l'ai accepté, après ça, il n'y a plus rien qui me dérange. C'est incroyable, ça. Est-ce que tu mais penses il fallait que tu l'acceptes, ça s'est fait, tu sais. C'est où tu brailles toute ta vie, ou bien tu fais quelque chose, tu sais. Oui, puis t'avances. Oui, c'est ça. T'es pas vieux, mais quand même, tu sais, il y a quand même un réflexe inconscient qui passe de même. Ouais, mais mais t'en as quand même, on voit que t'en as gardé quand même un souvenir très, très précis dans ta tête. Là, tu te souviens de... C'est encore là, ça. Ouais. Mais ça... Parce qu'à 4 ans, c'est jeune pour avoir des souvenirs, là. C'est fou. Mais je ne me suis pas servi pour le négativer. J'ai aperçu que si j'avais pas eu ça, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. C'est vrai que ça a été un moteur pour la suite. Ah non, ça a changé bien des affaires, c'est clair. Puis si tu n'as pas de regrets
T'as-tu une fierté qui te vient en tête quand tu regardes ton parcours, là, quelque chose, tu fais « OK, ouais, ça, je suis particulièrement fière. » Bon, un genre de fierté aussi, tu sais, mais ça se passe, ça aussi, ça se passe à mesure, tu sais. Oui, oui. Ça fait partie de toi, puis ça va avec. C'est ça, ben là, t'es une personne très humble. Tu ne projettes pas, je vais refaire telle affaire, là, tu sais. Ça arrive, puis tu dis, j'embarque dedans. Oui, c'est ça. Tu as saisi les opportunités qui se présentaient à toi. C'est ça. Puis tu as écouté ton instinct. Puis les gens qui vous aiment, votre famille, votre nouvelle conjointe, ils vous décriraient comment? Ça a l'air que je suis une bonne personne. Oui, mais ça se dit. Que je suis très doux, que je ne suis pas agressif. Pas compliqué non plus. Non. Puis je cherche pas à chicane. Je cherche pas à chicane. Toutes des super qualités, ça. Non, c'est ce qu'ils me disent. Mais on dirait qu'on les croit. Ben, moi, je les crois sur parole. Je trouve que c'est une chance aussi pour une famille, pour une épouse, pour un clan, d'avoir un modèle masculin doux et résilient comme toi, parce que souvent, on peut être... ben, évidemment, on est le reflet de nos parents aussi. Fait que quand tes parents, ils t'inculquent ça dans un si jeune âge, c'est une grande chance que tes enfants ont eu. Clairement. On dit ça, puis moi, il y a des choses que j'ai, même si je n'ai pas été longtemps dans la famille, comme par exemple faire de la nourriture. Mon père en faisait. Ça, j'ai eu le temps de graver ça aussi. Parce que mon oncle, il ne faisait pas, lui. C'est pas là que je l'ai appris. OK. Mais j'ai toujours été un homme rose, dans le fond. Oui, c'est ça. Même à notre âge. Là. Oui, t'étais comme avant ton temps aussi, dans justement de faire la cuisine. Oui, j'ai jamais regardé ça. On partageait les tâches chez nous, là, avec les... Mon épouse faisait moi, je faisais pas de lavage, ni de lave-vaisselle. Elle faisait ça, parce que je ne le plaçais pas à son goût, sinon je ne le faisais pas. Pas de chicane. Oui, puis on a tout... Mais le reste, là, moi, faire le ménage, faire la nourriture, on se partageait ça. La nuit, les bébés, c'était pareil, c'est comme son tour. Puis... C'est ça, fait qu'il y avait comme quand même déjà avant le temps, c'était précurseur un peu, parce que là, on parle beaucoup de la charge mentale. Ah ouais, mais... Parce qu'il y a eu beaucoup... J'y ai jamais laissé toute la charge. Non, c'est ça. Pour moi, c'était naturel. Oui. Des nuits, je dors, moi, je vais m'en occuper. Mais j'allais faire ce qu'il y avait à faire, je me recouchais, je repartais si vite. Oui, c'est ça. Pour vous, que ce soit équilibré, que ce soit égal, c'était important spontanément que... J'ai encore dit vous, là, Bon, on le savait que ça allait faire. Je vous remercie de votre... mais aussi, je me suis rappelé aussi, je sais pas, dans tes années d'enseignement, c'était important aussi pour toi l'équité salariale entre les hommes et les femmes. Oh oui. Tu as milité pour ça. Bien, c'est-à-dire que les premières conventions collectives que j'avais négociées, là, il n'y en avait pas à ce moment-là. C'est avec le président de la commission scolaire de Longueuil. Et les femmes étaient payées 2 000 $ et les hommes 3 000. Comment il expliquait ça à l'époque? Alors, moi, on a établi une échelle salariale, tu as négocié avec le président de la commission scolaire. Puis là, j'ai dit, ça peut-être surpris, c'est peut-être pas au courant, mais j'ai dit, si vous allez dans l'ordre, à l'école, là, le directeur d'école a un très bon salaire, il a 6 000 $ par année. Ça, c'était en 1960. Là. Même plus bas, 56. J'ai dit, l'autre après, c'est le concierge. Il y a 4 000. Puis là, après ça, c'est les hommes. Ils ont 3 000. Les enseignants. Ouais. Puis les enseignantes, ils ont 2 000. Ça n'a pas de bon sens, ça, là. Ouais. J'ai dit, il faudrait rétablir un équilibre. Fait que moi, j'avais suggéré, parce que je savais que je ne serais pas d'accord au départ, ben, on va faire un petit décalage de 500 seulement entre les hommes et les femmes. La prochaine fois, ben, on égalisera ça. Okay. Ça a marché. Ça a marché. Ouais. Avec le sens de l'équité, pour toi, ça a toujours été important. Moi, c'était important, ça. Ben oui, ça paraît, parce que on dirait que tu es toujours en train d'essayer de voir si le gros bon sens est appliqué dans certaines situations de vie pour essayer de rendre la vie des autres la plus agréable puis la plus juste aussi, là. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu pour ça qu'il faisait des différences. C'est que les enseignantes, ils ne les gardaient pas s'ils étaient mariés. Hein. Il fallait qu'ils... C'était loin, ça. Jusqu'en 1960, ça existait encore.
il fallait pas que je sois marié pour avoir le droit d'enseigner. Ah ouais, parce que sinon, leur temps allait être partagé entre la famille, puis ils allaient peut-être pas donner leur 100 c'est ça? Ah, je ne sais pas, mais ils prenaient pas les femmes mariées. Ah ouais. Ouais. Que ça aussi, pourquoi? Quoi ça change? S'ils veulent venir travailler, laissez la faire. Ah ouais. Est-ce que tu penses que ces valeurs-là d'équité et de justice, c'est un peu en toi de façon innée ou c'est un peu ton bagage que ta tante et ton oncle t'ont légué? C'était-tu des valeurs importantes pour eux aussi? Ben peut-être dans ce qu'ils faisaient, tu sais. Oui. Les images qu'on a des fois. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Bien, souvent, quand on... Ou ça peut aussi partir de mon enfance. Oui. Parce que le fait d'avoir été laissé comme ça, ça a pu jouer. Mm-hmm. Oui. Non, mais oui, mais... C'était peut-être pas correct dans ma tête pour moi que ça se fasse, ça. Ben, c'est ça, peut-être C'est que sûr, Tu sais, je peux rester marqué, mais ça a pu marquer mon cheminement. Oui. Ouais, dans ta façon d'adapter ta philosophie de vie, peut-être, aussi. Est-ce que tu as eu quand même un moment avant le décès de tes parents pour... tu dis on n'en parlait pas. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pu leur communiquer ou ça a été comme une fois que c'était accepté pour toi, c'était derrière toi, tu n'avais pas besoin de revenir là-dessus? Non. De toute façon, je pense pas qu'il ait été intéressé d'en parler non plus. Oui, c'est ça, tu disais ta mère C'est comme aussi. ma mère, elle l'a dit, mais une de mes sœurs, qui avait jamais accepté ça. OK, mais jamais à toi directement. Non. Tu l'as su par la bande. Puis, tu dis que tu n'as pas peur du tout de la mort, tu n'as pas peur de vieillir. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que la vie après la mort, est-ce que tu y penses ou pour toi... Moi, je me dis, il y a quelque chose, mais le quoi, je ne sais pas. Tu vas le découvrir si tu as le découvrir. On ne peut pas tout découvrir. disparaître complètement. Oui. Est-ce qu'on va retourner à une autre personne dans la famille, tout ça? Des fois, je remarque qu'il y a quelqu'un qui décède dans une famille, puis il y a un bébé qui arrive pas longtemps après. Est-ce qu'il y a une relation avec ça? Je ne sais pas. Oui, c'est intéressant. L'équilibre encore. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est maintenant que tu le dis, en tout cas, quand mon grand-père est décédé, quelques jours, j'ai eu un bébé qui est arrivé. Je ne sais pas, y a-t-il quelque chose dans ça? Il y a un échange qui se passe? Oui, c'est intéressant. Puis est-ce que ça t'arrive, peut-être pas, là, je te l'oblige pas, mais est-ce que des fois tu parles avec des gens proches qui sont disparus? Est-ce que tu n'as pas de... Non. Pour toi, tu préfères le concret de ce qui se passe dans ta vie de tous les jours? Il y a des gens qui ont été proches, mais pas me mettre à parler. Oui. Pas retourner là. Oui, bien c'est ça, tu dis aussi que Monique, tu y penses à tous les jours, mais t'es pas malheureux de, c'est ça, tu continues. Et ça ne dérange pas ma copine n'a pas de son mari. Moi, ça ne me dérange pas parce que... Mais si vous aviez des vies avant. Mais oui, on a des vies avant. C'est ça. C'est pas des pages blanches. On ne se crée pas de problème avec ça. Non. Ben, c'est important aussi, je pense, d'avoir cette ouverture-là mutuelle puis de pouvoir parler de... Mais il y en a qui sont pas capables de faire ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas capables de faire ça. Mais je trouve ça sain d'être capable de le faire. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres questions? Parce que moi, je suis... on va avoir un partenaire à remercier parce que ce qui nous permet de faire cette série-là, Génacol. Génacol est un partenaire pour mieux bouger avec des articulations en santé, Génacol. Puis d'ailleurs, Juliane, il y a un... Oui, avec il y a un code promo là, encore là. Regardez ça, mes affaires. Oui, en allant sur génacol.ca. Oui, c'est ça. Vous pouvez profiter d'un rabais de 25% avec le code promo encore là, 25. Alors, 25%. C'est quand même... C'est non négligeable. C'est substantiel. On n'est pas des vendeurs de Génacol. Est-ce que tu trouves qu'on est des bons vendeurs en ce moment? Est-ce qu'on t'impressionne, moi, qui pend la page puis un peu bancaire? Là, juste que je cherchais qu'est-ce que Génacol vient faire dans ça. Là, j'ai compris avec la suite. Exact, c'est notre partenaire. C'est grâce à eux qu'on peut être là en ce moment à se parler. On les remercie beaucoup. Sans eux, non, Génacol, je connais bien le nom. Moi, ça me fait du bien. J'en prends parce que je joue beaucoup au pickleball. Ouais. Donc, le Génacol me fait du bien. Je le prends chaque jour puis ça me fait du bien. Moi, je sais pas, là, j'en prends plus depuis quelques temps, j'en prenais, puis là, j'ai acheté d'autres pilules, là. Puis, c'était le genre de Génacol, en fait. Ouais. Mais tu devrais revenir. C'est vrai que ça aide, oui, ça a aidé, ça, tout ça. Fait du bien aux articulations. Ça fait du bien aux articulations. Ouais.
Puis j'en prends au quotidien, puis ça fait comme ça me donne un bon fond là, pour bien bouger. Pour passer à vieillir. Oui, c'est ça, vieillir en santé comme puis, ça. En terminant, est-ce que tu aimerais que les gens retiennent quelque chose de toi? Ou tu penses peut-être pas à ça au quotidien, mais... Moi, j'avais dire, ce que je trouve important, c'est que les gens s'entendent bien. Nous autres, dans la famille, on s'entend. Que ce soit les petits-enfants, les arrières, tout ça. Il n'y a pas de chicane qui existe. Tu sais, comme ça arrive des fois, tu sais. Ah oui, il y en a. C'est rare qu'il n'y en a pas, en fait. Donc, c'est une grande richesse. Les gens s'entendent bien. Bon, il peut y avoir des accrocheurs, mais ça ne dure pas trop longtemps. C'est ça, rien de majeur. Donc, tu voudrais que la simplicité reste, oui. La bonne entente cordiale. Moi, je suis heureux quand il y a de la bonne entente. Tu es heureux quand il y a de la bonne entente, mais je trouve ça bien dit. Oui, Jean-Guy, merci beaucoup de ton passage. C'est très, très, très inspirant et très, très touchant. Je ne savais pas tout ce qu'on parlerait, mais... C'est correct? On a fait un bon... on a fait le survol de ta vie. Un bon survol. Mais merci, Jean-Guy, tu es vraiment une personne agréable. Merci de ta visite. Puis quand on veut revoir ça, on va revoir ça où? Sur YouTube, sur PAF. Oui, sur la chaîne PAF, qui est un nom particulier. Je te comprends d'avoir une réaction faciale du genre. PAF, et aussi sur les plateformes audio, Balado, Spotify, Apple Music, puis tout ça. Les gens peuvent l'écouter la version audio. Mais comme on ne peut pas se passer de ton visage, je suggère aux gens de l'écouter sur YouTube. Ah, il y a les deux, là. Il va y avoir les deux options, en audio et en vidéo. Mais on t'enverra tous les liens. On t'enverra les liens. Mais oui, c'est sûr. Pour que tu te regardes, que tu sois fier. Mais j'en ai une qui voulait voir ça aussi. Ah ben oui, ça va être sur la toile très bientôt. Sur la toile très bientôt. Super on te tiendra au courant avec grand plaisir. Parfait. Merci infiniment de ta visite, Merci Jean. bien.